Il y a très longtemps, un souffle s'éleva. Il venait de l'est, là où le soleil s'étire à peine sur l'horizon. Il traversait une mer d'herbe, immense, silencieuse, infinie. Une mer sans sel, sans vagues, mais frémissante, vivante. C'est là que tout commence. Les steppes d'Asie centrale, de l'Altaï jusqu'aux rives du fleuve jaune, une étendue qui ne connaît ni murs ni frontières, un monde ouvert, exposé au vent, au froid, au ciel. Ici, les montagnes sont lointaines, les arbres rares, tout est mouvement. Et dans ce mouvement, un peuple naît. Ils n'ont pas laissé de livres, ni de temples, ni de statues. Mais ils ont laissé des traces dans la terre gelée, dans les légendes d'autres peuples, dans l'effroi des villes qui les verront un jour venir. On les appelle les Huns. Mais à ce moment-là, ils n'ont encore pas de nom. Ils sont seulement des silhouettes, des cavaliers, des enfants emportés par le vent, entre deux feux de camp. Ils apprennent à chevaucher avant même de savoir marcher. Ils dorment roulés dans les pots, bercés par le galop et les chants maugues des anciens. Le cheval est leur maison, le ciel est leur toit. Ici, vivre, c'est suivre le troupeau, c'est lire les nuages comme des cartes, c'est sentir la direction du vent, deviner la pluie à l'odeur du sol, savoir quand partir et ne jamais rester trop longtemps. La steppe est rude, l'hiver y est long, le vent y est tranchant, le froid impitoyable. Mais ceux qui la traversent depuis l'enfance apprennent à y survivre. Et dans ce décor sans pitié, un peuple s'est formé comme une lame qui se polit à la pierre, mobile, silencieux, inflexible. Ceux qui étudient les terres depuis les airs y ont trouvé les premiers échos. Des simples bronzes façonnés avec soin, des chaudrons lourds aux poignées étrangement sculptées, enterrés près des eaux, des tombes sans nom, mais chargées de gestes anciens, des restes de feu, de bracelets, de flèches courtes, et parfois des crânes allongés, déformés, comme pour dire au monde « Nous ne sommes pas comme vous ». Tout cela dort sous la terre, et pourtant cela parle. Cela dit qu'un peuple a vécu ici. Un peuple à la culture invisible, mais cohérente. Un peuple sans écriture, mais avec des signes, des symboles, des rituels. L'histoire des Huns ne commence pas vraiment quelque part. Elle se faufile entre les siècles, dans les marges des empires. Mais un nom revient, encore et encore, dans les textes anciens venus de Chine. Un peuple que les lettrés appelaient les Xiongnu. Ils vivaient plus à l'ast, bien avant que les Huns n'apparaissent aux portes de l'Europe. Et certains pensent qu'ils pourraient être liés. Par le sang peut-être, par la langue sans doute, mais surtout par l'esprit, celui des nomades de la steppe. Les chroniqueurs impériaux les décrivent avec prudence et fascination. Ils parlent de chefs puissants appelés Shanyu, d'armées organisées comme des constellations, de territoires divisés entre aile droite et gauche. Ils décrivent un peuple libre, insaisissable, plus attaché au ciel qu'à la terre. Un jour, les Xiongnu disparaissent des annales impériales. Mais ils n'ont pas disparu du monde. Ils ont peut-être simplement continué à avancer vers l'ouest, poussés par les hivers, par les guerres, ou par ce besoin ancien de ne jamais rester au même endroit. Et plus loin, bien plus tard, d'autres peuples sentiront leur approche. Les Goths, les Alains, les Romains. Mais pour l'instant, ils sont encore loin. Les Huns ne sont qu'une rumeur, une migration silencieuse à travers les steppes. Chaque génération avance un peu plus.
Chaque tribu se mêle à une autre. Chaque langue absorbe quelques mots nouveaux. Chaque feu partagé tisse un fil dans la toile du monde. Les uns ne bâtissent pas de cités, mais ils construisent des liens invisibles, des routes sans pierre, des traditions transmises de bouche à oreille, au bord des feux de camp, sous les constellations. Leur univers est fait de gestes simples: serrer la bride, fixer la pointe d'une flèche, lancer un regard au ciel pour y chercher la volonté des esprits, et repartir, toujours plus loin. On ne peut pas les enfermer dans une carte. Ils sont partout et nulle part. Ils sont le mouvement. Ils sont l'avant. Et déjà, doucement, leurs pas se tournent vers l'ouest, vers de nouvelles terres, vers d'autres peuples, vers un monde qui ne les attend pas, mais qui n'oubliera jamais leur passage. Mais pour l'instant, la nuit tombe, les herbes ondulent, et quelque part dans l'immensité silencieuse, un enfant s'endort, la tête contre le flanc tiède de son cheval. Il rêve de plaines sans fin. Il ne sait pas encore que son peuple va marquer l'histoire. Il écoute juste le vent. Et s'il a se porté, tu peux l'entendre toi aussi, ce souffle ancien, ce murmure qui vient de loin. Il t'appelle à le suivre. Le vent souffle encore, mais il est plus doux, comme un soupir qui glisse entre les collines, frôle les herbes hautes, caresse les toiles tendues d'un campement endormi. Au centre du cercle de pierre, le feu crépite. Il ne chauffe pas seulement les mains, il éclaire les visages, rassemble les voix, garde la mémoire vivante. Tout s'organise autour de lui. Les repas, les récits, les silences. Il est un cœur rougeoyant, battant au milieu de la steppe noire. Ici, les maisons ne sont pas figées. Elles sont faites de feutre, de bois, de cordes, montées, démontées, déplacées. Ce sont des yourtes, des abris ronds, souples, solides, qui acceptent le voyage comme une évidence. On y vit, on y rit, on y pleure, et parfois on y rêve. Les chevaux veillent à l'extérieur, silencieux, paisibles, familiers. Ils ne sont pas domestiqués, ils sont liés. On les choisit jeunes, on leur parle, on les comprend. Ils sentent le froid avant qu'il n'arrive. Ils savent s'orienter dans la nuit, trouver l'eau, deviner le danger. Si le cavalier tombe, ils reviennent seuls. Quand la steppe devient trop dure, quand la terre ne donne plus, on ne s'accroche pas. On écoute le vent, on regarde les nuages, et on part. Avec les chevaux, toujours. Le corps apprend à survivre dans le mouvement. Et pour cela, il faut viser juste. L'arc est court, recourbé, puissant. Il épouse le bras du cavalier, prolonge son intention. Chaque tir est un dialogue entre l'homme, la bête, la flèche et le ciel. La chasse n'est pas un jeu, c'est une discipline, un art de vivre, une manière d'exister avec respect dans l'équilibre fragile du monde. Mais tout ne se voit pas. Quand les enfants dorment, les anciens parlent. Leurs voix sont lentes, profondes. Elles évoquent des esprits sans visage, des ancêtres sans tombe. Le monde visible n'est qu'un fragment. L'autre moitié se cache dans les ombres, les rêves, les signes. À la lisière du campement, un ou une chamane veille. On les reconnaît à leur silence. Ils écoutent les oiseaux, lisent les flammes, recueillent les rêves. Ils soignent par les herbes, mais aussi par les chants, les gestes, les symboles. Ils ne commandent pas, ils relient.
la terre, le ciel, les vivants, les morts. Lors des grandes fêtes, les clans se rassemblent, on dresse les yourtes en cercle, les tambours résonnent, les histoires circulent. Et au centre, un chaudon, ancien, lourd, sacré. Il ne sert pas qu'à cuire. On y verse des offrandes, viande, herbe, lait, comme on adresse une prière sans mots. Les histoires passent de bouche en bouche. Les enfants écoutent, les anciens racontent. Les chants, les gestes, les objets, tout est langage, tout est transmission. Le passé n'est pas un fardeau, c'est un guide. Chaque aïeul est une étoile dans le ciel, chaque récit une boussole. Les chefs ne portent pas de couronne, mais leurs crânes sont allongés, déformés dès l'enfance, sculptés vers le ciel. C'est une signature, un symbole de l'élite, une marque visible d'une mémoire invisible. Même les objets parlent, une boucle de ceinture, une amulette gravée, un motif sur du cuir usé. Rien n'est fait au hasard. Chaque détail est porteur d'une signification. Tout ici est cercle. Le feu, la yourte, le ciel, la vie, la mort, puis la vie encore. On ne bâtit pas d'empire, on trace des chemins dans le vent. Et, quand l'aube arrive, les flammes faiblissent, les chevaux s'ébrouent, le camp se démonte, les enfants rient encore, les anciens plient les couvertures. On ne part pas parce qu'on fuit, on part parce que c'est le rythme du monde, parce que rester, c'est s'éloigner de ce qu'on l'on est. On part parce que le vent le dit, parce qu'on est né en mouvement. Toujours plus loin, toujours en marche, comme un souffle ancien, un murmure que seule la nuit peut entendre. Le vent a tourné. Il n'est plus seulement un souffle, il devient poussé. Quelque chose s'agite dans les grandes plaines de l'Est, un frémissement lent, invisible, mais irrésistible, comme une marée. Les saisons ne se déroulent plus comme avant. Les hivers durent plus longtemps, les étés brûlent trop tôt, les pâturages jaunissent, les bêtes s'effondrent avant la fin du voyage. Les sources, parfois, disparaissent. Alors les campements se démontent, les clans se lèvent, le ciel ne ment pas, quelque chose a changé. Le monde devient trop étroit, les terres du nord se refroidissent, la steppe ne nourrit plus, et les peuples avancent, lentement, mais sans s'arrêter. Un mouvement profond, ancien. Comme une chaîne, quand un peuple bouge, il en pousse un autre devant lui. Certains résistent, d'autres reculent, mais tous à leur manière se déplacent. Les uns font partie de ce mouvement. Ils n'en sont ni les premiers, ni les plus redoutés. Pas encore. Mais leur pas est sûr. Ils ne cherchent pas la guerre. Ils cherchent ce qu'ils ont toujours cherché, de l'herbe, de l'eau, de l'espace. Leurs chevaux grattent maintenant une autre terre, la steppe pontique, plus verte, plus douce, mais déjà habitée. Là vivent les Alains, eux aussi cavaliers, eux aussi nomades. On se jauge, on échange. Parfois on s'affronte, parfois on s'allie. Rien n'est figé. Plus à l'ouest, d'autres peuples observent. Les Goths, installés entre les fleuves, sur des terres arrachées à d'autres. Ils ont connu l'exil, les batailles, le feu. Mais ce qui approche n'a pas de forme stable. Ce ne sont pas des légions en marche. Ce sont des ombres. Des cavaliers silencieux qui apparaissent, frappent, disparaissent. Ils ne cherchent pas à occuper. Ils contournent, brûlent,
efface. On ne sait les nommer. Alors on imagine. On dit que leurs crânes sont allongés, que leurs cavaliers dorment à cheval, qu'ils boivent le sang de leurs ennemis, qu'ils n'ont ni Dieu ni loi. Des rumeurs qui courent plus vite que les chevaux. Et déjà, dans les temples, les garnisons, les villages, un nom se chuchote avec crainte. Les Huns. Ils viennent de l'Est. Et l'Est, dans les esprits, reste le lieu de toutes les peurs. L'Empire romain, lui aussi, entend ce grondement, mais il est divisé, fatigué. 2 capitales, 2 cœurs, Rome et Constantinople, 2 visions, 2 faiblesses. Les frontières changent, les empereurs tombent, les caisses se vident. Alors, quand arrivent les premiers récits, des familles en fuite, des villages incendiés, des chefs venus demander protection, on écoute, mais sans comprendre vraiment. Les chroniqueurs écrivent, mais leurs mots trahissent leur peur. Ils décrivent des monstres, des tempêtes à cheval. Ils transforment l'inconnu en menace, pour mieux le contenir par l'imaginaire. Mais ceux qui ont vu, eux, savent. Les Huns ne sont pas des bêtes sans pensée. Ils sont rapides, méthodiques, organisés. Ils frappent sans prévenir, mais pas sans raison. Leur chef écoute, observe, négocie. Il calcule, il teste, il tend la main parfois, il lève l'épée parfois aussi. Il y a eu des tentatives de paix, des cadeaux, des serments. Certains ont tenu, d'autres ont volé en éclats. Et quand ça casse, la violence est brève, totale. Les villages sont vidés, les routes brisées, les réfugiés poussés vers les murailles. Certains franchissent le Danube, d'autres prient. On comprend peu à peu que ce peuple avance et ne recule pas. Il ne cherche pas un royaume, ni une capitale. Il cherche un espace, un souffle libre, une étendue à traverser, tant que le monde reste ouvert. Pendant ce temps, les campements uniques glissent toujours plus à l'ouest. Ils avancent distraitement, sans jamais s'installer vraiment. La nuit, autour du feu, on parle des terres franchies, des rivières traversées, des alliances tissées, des forêts épaisses, des visages inconnus. La vie continue, même au bord du tumulte. Les enfants apprennent à tirer à l'arc. Les anciens racontent des histoires plus anciennes encore. Et leurs voix se fondent dans le vent. Toujours vers l'avant. Bientôt, les Huns seront aux portes de l'Empire. Bientôt, leur nom ne sera plus un murmure, mais un cri. Mais pour l'instant, ils ne sont encore qu'un souffle. Un souffle entre les collines. Un souffle qui dit que quelque chose approche. Une promesse, celle d'un monde qui change. Il y a parfois dans l'histoire des peuples une silhouette qui se détache. Pas plus grande, pas plus bruyante, mais plus dense. Comme si le vent lui-même tournait autour d'elle. Comme si les récits s'y accrochaient, incapables de l'oublier. Là où il passait, les routes se vidaient, les villes fermaient leurs portes, les esprits s'agitaient. Il n'avait pas besoin de parler fort, il n'avait pas besoin d'élever la main. Sa simple présence suffisait. Il s'appelait Attila. Mais ce nom, lui aussi, viendra plus tard. Avant, il était simplement un homme parmi d'autres. Un cavalier, un fils de la steppe, né dans un monde en marche, élevé dans les traditions du clan, bercé par les récits d'horizons sans fin. Son oncle, Rugula, commandait alors les tribus. Un chef respecté,
craint même des empereurs. À sa mort, le pouvoir se partagea entre deux neveux, Bléda et Attila, deux frères, deux voix dans le vent. Ils régnirent ensemble, un temps. Mais le pouvoir ne se partage pas longtemps dans les steppes. Bientôt, Bléda disparut. Certains disent qu'il tomba à la chasse. D'autres murmurent que le vent lui-même l'a fait taire. Et Attila resta seul. Il ne parla pas plus fort qu'avant, mais désormais tous l'écoutaient. Il ne voulait pas seulement survivre, il voulait peser, faire comprendre à Rome, à Constantinople, à tous ces empires de pierre, qu'un peuple sans mur pouvait aussi faire trembler des royaumes entiers. Alors il négocia, avec une intelligence froide, une précision calculée. Il exigea de l'or, des tribus, des otages, pas par avidité, par stratégie. Chaque traité était un fil tendu, et quand il se rompait, il savait où frapper. Il ne bâtit pas de forteresse, il bâtit une peur. On dit que son regard transperçait comme une flèche, qu'il parlait peu, mais pesait chaque mot comme s'il s'adressait aux dieux, qu'il vivait sobrement, buvait peu, dormait sous la toile et partageait le repas de ses soldats. Pas un roi de couronne et de dorure, un roi du vent. Ses armées n'étaient pas massives, mais mobiles. Elles apparaissaient, frappaient, disparaissaient. Un éclair dans les plaines, une tempête qui n'avait pas besoin de tonnerre. Un jour, elles franchirent le Rhin. La Gaule sentit son souffle. Les villes brûlèrent, les routes se peuplèrent de fuyards. Et les voix s'élevèrent. Le fléau de Dieu arrive. Ce nom, les chroniqueurs lui donnèrent. Par crainte, par admiration mêlée d'effroi. Mais même les dieux tremblèrent aux portes des champs cataloniques. C'était un lieu sans gloire, une plaine rugueuse, battue par le vent. Et ce jour-là, deux mondes s'y affrontèrent. Les Huns, accompagnés de leurs alliés, face aux armées des Romains et des Visigoths, unis par la peur plus que par l'honneur. La bataille fut longue. Le sang se mêla à la poussière. On dit que le sol trembla, que le ciel se voila, que les morts furent si nombreux que la nuit refusa de tomber. Attila, ce jour-là, ne fut pas vaincu, mais il ne gagna pas non plus. Il recula, non par faiblesse, mais parce que le vent avait changé. Alors il tourna ses yeux vers l'Italie. Les villes s'ouvrirent, les routes s'effacèrent. Il atteignit les portes de Rome, mais il ne les franchit pas. Personne ne sait exactement pourquoi. Certains parlent d'une épidémie, d'autres d'un rêve envoyé par les esprits, ou encore d'un pape venu supplier sous la tente du roi. Attila écouta et repartit. Puis vint la nuit, une nuit comme les autres, peut-être un peu plus chaude. Il avait pris une nouvelle épouse, le vin avait coulé, les rires s'étaient tus. Au matin, on le trouva sans vie. Ni cri, ni combat, pas de blessure, juste un silence. Le roi du vent s'était éteint, comme une torche dans l'obscurité. Alors ces hommes creusèrent en secret, loin, très loin. Ils déposèrent son corps dans 3 cercueils, un de fer, un d'argent, un d'or. Puis ils tuèrent ceux qui avaient vu la tombe, pour que jamais personne ne puisse troubler son repos. Depuis, personne ne l'a retrouvé. Mais son nom, lui, n'a jamais disparu. Il flotte encore, dans les couloirs des palais, dans les chroniques des moines, dans les récits chuchotés au bord des feux. Certains l'appellent un démon, d'autres un génie de guerre, un conquérant, un destructeur, un miroir tendu aux empires. Mais au fond, il reste ce qu'il a toujours été, une silhouette dans la brume, un cavalier de la steppe,
un souffle qui traverse l'histoire sans jamais s'y figer. Et quand on ferme les yeux, quand on tend l'oreille, parfois on croit encore entendre son cheval. Le vent s'était calmé. L'écho des sabots s'était éloigné. Et dans les steppes désormais muettes, là où le cri des cavaliers résonnait jadis, ne restaient que les herbes qui ployaient sous l'air du soir. Attila n'y était plus, et avec lui, le cœur du tumulte s'était éteint. Ses fils se disputèrent l'héritage, mais la steppe ne tolère pas longtemps les voix divisées. Là où un seul cavalier menait jadis des milliers, plusieurs chefs levèrent désormais des armées trop légères, trop fragmentées, trop humaines. Les alliances se fissurèrent, les peuples soumis relevèrent la tête. Les Germains, les Ostrogoths, les Gépides, tous ceux qui marchaient hier à l'ombre des Huns, choisirent l'instant pour se retourner. La grande marée unique qui avait balayé les plaines d'Europe en un fracas foudroyant se retira aussi vite qu'elle était venue. Il n'y eut pas de grand effondrement, pas de bataille définitive, seulement une multitude de petites défaites, des replis successifs, des abandons. Le royaume d'Attila se morcela comme une peau sèche, et bientôt le nom même de Huns se fit plus rare, plus discret, comme un murmure que le temps efface. Mais rien ne disparaît vraiment. Certains, parmi les derniers cavaliers, trouvèrent refuge plus à l'est, ou se mêlèrent aux peuples voisins. Dans les années qui suivirent, d'étranges confédérations apparurent, les Bulgares, les Avars, plus tard les Magyars. Chacun d'eux portait en lui quelque chose d'ancien, une manière de chevaucher, de frapper, de se déplacer. Une mémoire sans mots, inscrite dans les gestes. Et même ceux qui les avaient affrontés gardèrent sans le dire un peu de leur science. Les tactiques de harcèlement, la vitesse des manœuvres, l'usage redoutable de l'arc à cheval, tout cela Rome elle-même l'étudia, l'adopta parfois. Les Huns n'écrivirent rien, ils ne laissèrent pas de livres. Mais leurs adversaires, eux, parlèrent d'eux longuement, à défaut de les comprendre. Et le sol, lui, n'a pas tout oublié. Par endroits, la terre rend encore les traces d'un peuple nomade, de vastes nécropoles, où les crânes portent les stigmates d'une coutume étrange, l'allongement crânien. Dès l'enfance, les os du crâne étaient modelés, étirés, pour donner au visage une forme allongée, presque irréelle, un signe de noblesse, un marqueur d'identité. Ces visages sculptés par l'enfance ont traversé les siècles dans le silence des tombes. Aux côtés de ces crânes, on retrouve parfois des objets familiers, un chaudron de bronze aux anses larges, une boucle de ceinture décorée, un arc court brisé par le temps. Rien d'éclatant, mais chaque fragment murmure une histoire. Les chaudrons, notamment, semblent avoir survécu à la disparition du peuple. Leur forme reconnaissable émerge encore ici ou là dans des contextes très éloignés. Ils ont voyagé, comme les hommes, peut-être transmis, réutilisés, redécorés. Ils sont devenus témoins muets d'un héritage en mouvement. Mais le nom, lui, s'est dissous, peu à peu. Dans les chroniques médiévales, le terme « Hun » fut récupéré pour désigner d'autres envahisseurs. On l'attribua parfois aux Avars, parfois aux Mongols, comme un mot fourre-tout pour dire ceux qui viennent de l'Est. Et à force d'être déformé, le souvenir authentique s'est dilué. Dans l'histoire officielle, ils furent longtemps une parenthèse, une vague barbare, un fléau passager. Mais il suffit de gratter un peu sous la poussière pour retrouver leur empreinte,
Dans les plaines hongroises, des légendes populaires parlent encore de chefs mystérieux venus des confins du monde. Dans certaines traditions turques, des motifs et des chants semblent renvoyer à une origine commune, plus ancienne. Et dans la toponymie, parfois, le vent souffle des noms oubliés, comme si la mémoire de la steppe avait décidé de survivre autrement. Ce n'est pas un oubli complet, c'est un glissement. Les uns ont cessé d'être vus, mais ils n'ont pas cessé d'exister dans les gestes, dans les symboles, dans les peurs et les légendes. Ils sont devenus un mythe, puis un mystère. Et maintenant, ils dorment, dans les musées, sous la terre, dans les recoins d'une mémoire collective qui, sans toujours le savoir, porte encore leur empreinte. Et lorsqu'on ferme les yeux, qu'on écoute le vent courir sur les herbes, parfois, on croit encore percevoir le son d'un sabot lointain, l'écho d'un rire rude autour du feu, le fruissement d'une tente battue par le soir. Ils sont partis, mais ils n'en sont pas effacés. Ils sont là dans le silence, et parfois dans le rêve. Il ne reste rien. Pas de ruines. Pas de temple. Pas de livre. Rien que la terre noire, battue par les sabots. Rien que les herbes pliées par le vent. Et parfois, une forme dans la brume. Un souvenir sans contour. Les uns ont traversé l'histoire comme le vent traverse la plaine, sans s'arrêter, sans s'attacher, sans chercher à durer. Ils n'ont rien construit qui puisse se visiter. Pas de pierre, pas d'architecture, pas de chronique à leur propre gloire. Ils ont vécu. Ils ont bougé. Et puis, ils se sont éteints. Mais leur passage n'a pas disparu. Il est dans les lignes invisibles du monde, dans la courbe des frontières, dans les silences entre deux récits, dans les gestes appris par d'autres cavaliers, dans les légendes transmises sans comprendre d'où elles viennent. Leur nom résonne encore parfois, comme une menace ancienne, ou une fascination. Ils sont devenus symboles, barbares, sauvages, cavaliers sans foi. Mais cette image n'est pas la leur, c'est celle qu'on leur a prêtée. La vérité est plus fine, plus légère. Elle ne tient pas dans les mots gravés. Elle flotte, comme un souffle. Ce qu'ils ont apporté n'est pas un empire, c'est un mouvement. Ils ont déplacé des peuples, bousculé des royaumes, effrayé des empires figés dans leur certitude. Ils ont été l'étincelle parfois, parfois l'orage, mais ils n'ont jamais été le feu qui dure. Ils sont passés, et ce passage a suffi. Ils n'avaient pas besoin d'être éternels. Ils n'étaient pas là pour posséder, mais pour vivre. Dans la lumière mouvante du ciel, sous les étoiles, dans la poussière, entre deux rivières. Leur vie était dans la vitesse, dans l'écoute, dans l'élan, dans le lien entre l'homme et l'animal, dans cette tension fragile entre force et solitude. Aujourd'hui, il n'y a plus de un, mais parfois, au bord de certaines steppes, quand le vent se lève et que les herbes s'inclinent,
On croit entendre le froissement d'une yourte oubliée, le galop d'un cheval sans cavalier, le tambour d'une mémoire enfouie. Ce n'est rien, ou c'est tout. Car certains peuples laissent des murs, d'autres laissent des routes. Eux ont laissé un rythme, un souffle. Ils ne demandent pas à être compris. Ils ne cherchent pas à revenir. Ils continuent ailleurs, autrement, dans la poussière du temps. Et ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont porté, respire encore doucement dans les creux de l'histoire. Il suffit d'écouter, de se taire un instant, et peut-être alors on entendra le vent, le même qu'autrefois, celui qui portait des chants sans écriture, des récits sans début, des noms sans tombe. Le vent des anciens, le vent des cavaliers, celui qui ne meurt jamais.